Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale. Vu que c'est le mois d'Halloween, vous savez on est le mois d'octobre, du coup je veux vous présenter le cimetière que vous connaissez tous, le cimetière du Père-Lachaise. Alors, quelques petites infos que je vous précise en intro, on apprendra plus au cours de la vidéo. Le cimetière Père-Lachaise a été créé en 1804. De base, à l'époque, il n'était pas dans Paris même, il est dans Paris actuellement parce que Paris s'est agrandi. Et il faut savoir que c'est le cimetière le plus visité au monde, environ 3 millions de visiteurs par an. Et il y a environ 1 million de personnes qui sont enterrées ici pour 70 000 concessions. Et du coup, je vais vous faire le tour du cimetière, un peu les tombes insolites, les histoires un peu d'ésotérisme et de paranormal. Vous allez voir dans une petite ambiance d'automne, mois d'octobre et d'Halloween. Bonne vidéo. Le cimetière Père-Lachaise, aussi appelé le cimetière de l'Est, se situe dans le 20e arrondissement de Paris. Comme je le disais précédemment, c'est le cimetière le plus visité au monde. Il attire environ 3 millions de spectateurs par an. Sa superficie est égale à 43 hectares pour 70 000 concessions qui comptabilisent 1 million de défunts. Ce mythique lieu de Paris est la dernière demeure de nombreuses célébrités intellectuelles ou chanteurs, comme Chopin, Jim Morrison, Edith Piaf, Molière, Balzac, Proust, Oscar Wilde, Jean de La Fontaine et tant d'autres. Avant de vous parler de la naissance du site, je dois vous parler de l'histoire des lieux. Avant que ce soit un cimetière, cette colline qui surplombait Paris appartenait aux Jésuites. L'un des plus connus d'entre eux fut François d'Aix de Lachaise, dit le Père Lachaise. Il fut entre autres le confesseur de Louis XIV. Le Père Lachaise vécut sur le domaine de 1675 à 1709 où il y mourut. Il fit construire un château qui finira par être abandonné au fil du temps ainsi que ses jardins. Ce terrain fut même vendu à la ville de Paris pour la modique somme de 180 000 francs. Revenons un peu plus en arrière. Nous sommes en 1780. Le cimetière des Innocents, un des plus gros cimetières de Paris, ferme à la suite de plusieurs événements. Par exemple, l'effondrement partiel du site à cause de 800 années d'entassement de cadavres, mais aussi à cause d'une loi qui interdit les cimetières en ville, car pour vous rappeler à l'époque, le site du Père-Lachaise n'est pas dans Paris même. Il était encore à l'extérieur de Paris. Donc ce fameux cimetière ouvre en 1804. Sa première année, il compte à peine 13 tombes. L'année suivante, il n'en compte que 44 et 49 en 1806. Il n'a pas vraiment la cote. C'est donc en 1817, pour redorer l'image du cimetière, que le préfet de Paris décide de faire une sorte de mission marketing pour pousser les Parisiens à inhumer leurs défunts dans le cimetière. Cette mission consiste à amener les dépouilles d'Héloïse et Abélard, mythique couple médiéval de Paris, mais surtout les dépouilles de Molière et de La Fontaine, décédés 2 siècles plus tôt. Cette fameuse mission de marketing fonctionne plutôt bien car en 1815, on compte à peu près 2000 tombes dans le cimetière alors qu'en 1830, on est passé à 33 000 tombes. Donc, ce fut un succès pour le préfet de Paris. Bon, trêve de bavardage, fini les cours d'histoire, on va passer dans le vif du sujet, les anecdotes du cimetière. Passons à la suite. Alors là, on est sur la tombe de Molière et de Jean de La Fontaine. Sauf qu'en fait c'est la tombe de Molière mais juste symboliquement. Parce que Molière à l'époque il faisait du théâtre et vous savez du coup à l'époque les rois, le théâtre en fait c'était les gens qui faisaient du théâtre ils étaient excommuniés par la religion. Du coup en fait il a été enterré discrètement par une mission un peu en dehors d'un cimetière. En fait du coup en fait c'est ce qu'on pense être les restes de Molière. Mais ça a été fait peut-être 70 ans même plus après sa mort. Bon désolé, c'est encore moi, c'est le Tony du montage, j'ai quelques détails et quelques corrections à vous apporter. Lors de ses derniers souffles, Molière a demandé à avoir les derniers sacrements, sauf que malheureusement 2 prêtres ont refusé et le dernier est arrivé en retard. Donc il n'a pas eu de sépulture religieuse comme je vous ai dit auparavant. Mais vu que c'était une personne très appréciée de la cour, le clergé était un peu embarrassé donc ils ont quand même décidé d'enterrer Molière dans un cimetière. Il sera donc enterré de nuit, mais sans cérémonie religieuse au cimetière Saint-Joseph. Donc, dans la réalité, Molière aurait bien eu 2 sépultures. L'officiel serait près de la place centrale du cimetière Saint-Joseph, c'était sur une demande du roi Louis XIV, car il appréciait beaucoup Molière. Aussitôt enterré, Molière fut exhumé et amené dans un coin plus officieux du cimetière, là où on enterrait les suicidés et les morts-nés. Toujours selon les dires, la dépouille de Molière aurait disparu en même temps que le cimetière Saint-Joseph. Du coup là, on a vraiment un gros mythe, des grosses légendes, on n'a vraiment pas de source sûre sur le fait de la présence de la dépouille de Molière dans ce tombeau au sein du Père-Lachaise. Du coup, donc déjà en fait, un corps qui a été pris, on pense que c'est lui, mais on n'est pas sûr. Voilà, du coup en fait c'est sûrement les restes à Molière, mais bon, vous savez à l'époque on ne pouvait pas vérifier vu qu'il ne pouvait pas être enterré de façon chrétienne.
enterrer des indigènes dans un coin isolé du cimetière. Bon, ce qu'on vient de voir, c'est la tombe de Allan Kardec. Du coup, il est considéré comme le père fondateur du spiritisme. Et voilà, il y a plein de superstitions autour de sa tombe. En fait, selon les dires, si on touche derrière sa nuque, qu'on fait un vœu, ça pourrait exaucer notre vœu ou notre souhait. Vous avez vu autour, il y a plein de fleurs autour. Et en fait, les fleurs, c'est considéré comme une offrande en échange du souhait qu'on veut exaucer. Et voilà, ils ont mis plein de fleurs et un peu des chaînes autour de sa tombe parce qu'il y avait vraiment un attroupement, c'est un des sites les plus visités, on va dire. Et du coup, il y a plein de gens qui touchaient, qui faisaient des bisous, qui embrassaient, qui touchaient le buste. Du coup, voilà, ils ont fait ça pour protéger la tombe. Donc, de base, Allan Kardec s'appelle Hippolyte Léon de Nizar Rivail. Il est né à Lyon le 3 octobre 1804 et c'est bien plus tard qu'il décide de s'appeler Allan Kardec car il pense que c'est le nom qui correspondait à sa vie antérieure lorsqu'il était un druide. Cette discipline, le spiritisme, il la considère pas comme une religion mais plutôt comme une science. De ça en découlent 5 ouvrages, aujourd'hui ils sont encore considérés comme les piliers du spiritisme. Il y a le livre des esprits paru en 1857, le livre des médiums paru en 1861, l'évangile selon le spiritisme paru en 1864, le ciel et l'enfer paru en 1865 et la Genèse selon le spirituel paru en 1868. Le mouvement spirituel de Kardec a pris une telle ampleur que de nombreuses célébrités comme Victor Hugo ou Arthur Conan Doyle étaient convaincus que le spiritisme pouvait apporter une preuve scientifique de la vie après la mort. Allan Kardec, Léon Denis, du coup, lui, Gabriel Dolan, c'est la personne qui est mimée. Bon, j'ai quelques histoires à vous raconter. Du coup, selon les légendes, en gros, les arbres, ils poussent sur les tombes que des gentilles personnes. Et en fait, ça aiderait, du coup, ça donnerait un pouvoir de guérison à l'âme. En gros, c'est genre, l'âme, en fait, elle va ni au paradis, ni en enfer, en fait. Et genre, elle reste là pour l'éternité. Et du coup, ça donne aussi un pouvoir de guérison à l'arbre qui est éternel lui aussi.
Et il y a une deuxième histoire, c'est qu'en fait, si on veut protéger son défunt, il faudra mettre que des fleurs rouges pour protéger l'âme de son défunt qui est enterré. C'est des petites histoires. Bon, je pense que vous voyez, mais derrière moi, c'est le monument le plus haut du Père-Lachaise, c'est 22 mètres. Et c'est Monsieur Félix de Beaujour qui est enterré. C'est pas une personne très très connue ou très politisée, c'était juste quelqu'un qui avait fait affaire. Et du coup, qui avait les moyens, du coup, il s'est permis de se payer la si grande tour comme ça. En fait, ce qui consiste, je crois, c'est qu'il y a une entrée, comme je vous montre là. Il y a une entrée. Et voilà. Et son tombeau, c'est riche comme ça. Et du coup, c'est 22 mètres. C'est le plus grand monument du cimetière Père-Lachaise. Et à ce qui paraît, selon les oui-dire, on pourrait la voir même depuis la tour Eiffel. Là les amis, on a affaire à une des légendes les plus connues du cimetière. C'est la baronne Elisabeth de Mirdov de Strogonov. Elle est d'origine russe et en fait elle est morte ici. Et dans son testament, au notaire, elle a dit quiconque dormirait 365 jours et 365 nuits dans son tombeau avec elle près du cercueil sans quitter le tombeau, elle offrirait son héritage, elle lèguerait son héritage qui est de l'équivalent de 2 millions de, j'ai oublié le mot, de roubles, 2 millions de roubles. Du coup voilà, c'est une des sépultures les plus imposantes, les plus connues, où il y a plus d'histoires autour. Selon les légendes, selon les histoires, il y aurait multiples personnes qui auraient essayé de tenter la mission. Et ils auraient tous échoué. Il y a des personnes qui seraient devenues fous, il y en a qui seraient partis en courant, d'autres qui se seraient suicidés. Du coup, voilà. Là, les gens du site, Madame Elisabeth Demirdov. C'est vraiment un monument incroyable. Voilà. Et oui, c'est encore moi. Donc, selon les rumeurs qui circulent, l'écrivain Bram Stoker se serait inspiré de la comtesse pour écrire son livre Dracula, qu'il a écrit à la fin du 19e siècle. Car Elisabeth est décédée le 8 avril 1818, donc dans cette date nous pouvons retrouver 3 fois le numéro 8 qui, selon la croyance populaire, ce numéro est celui des vampires. Elle aurait été également enterrée dans un cercueil de cristal de roche. Comme vous pouvez voir, il est vraiment très impressionnant, ça part du tout en bas jusqu'à là-haut, parce que quand je vous expliqué l'histoire, j'étais là, du coup c'était déjà très haut.
Qu'est-ce qu'on peut voir à l'intérieur? Comme vous voyez, on voit pas grand-chose, mis à part de l'autre côté. C'est une tombe immense. En plus, elle n'est pas très bien fermée au final. Donc, quiconque reste ici une année entière hérite de son testament. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Pour vous raconter d'autres anecdotes dans ce thème, il y a les légendes selon l'expert en vampirisme et l'expert du cimetière Père-Lachaise, Jacques Sirgeant, qui dit qu'au début du XXe siècle, en fait, des adorateurs de Satan auraient ramené le corps de Vlad Tepes dit Vlad l'Empaleur au cimetière Père-Lachaise. Vous savez que Vlad l'Empaleur, c'est le duc du XVe siècle qui vivait en Transylvanie, qui empalait, qui buvait le sang de ses ennemis, qui mangeait devant ses ennemis empalés. Et du coup voilà, selon la rumeur, il serait enterré au Père-Lachaise. Il y aurait même un tunnel autour de sa tombe pour y accéder et y ramener des objets. Et aussi il y a plein d'autres légendes comme quoi il y aurait des rituels sataniques et des rituels vaudous pendant la nuit, durant les pleines lunes et les nuits de solstice. Voilà. Dans le cimetière, il y a un caveau où il y a 64 places. C'est sur un rangée de 10 étages. Et 6 tombes par rangée, c'est énorme. C'est énorme. Et ce que je voulais vous montrer, c'est... Vous voyez cette tombe en forme de pyramide? C'est pas celle-ci, mais je sais que dans le cimetière, il y a une tombe en forme de pyramide. Et en fait, 2 secondes... Cette tombe-là, pas celle-ci que je vous ai montrée, mais la tombe en question, elle est en forme de pyramide. Et en fait, le monsieur, il a l'autorisation, c'est la seule personne à pouvoir venir. Il a une sorte de lit, à ce qui paraît, quelque chose comme un bureau. Et il a le roi, il est autorisé à rentrer dans la crypte et en fait être allongé sur le lit et tout. C'est ce que j'ai vu. Après, à voir si c'est vraiment vrai ou pas. Mais si c'est vrai, c'est vraiment quelque chose de spécial quand même. C'est drôle. Comme quoi il est vraiment surprenant ce cimetière, franchement. J'y étais venu plusieurs fois, mais là j'ai découvert toute une nouvelle partie. Et c'est vraiment impressionnant. La taille, les édifices, l'ancienneté des choses, les personnes enterrées ici, c'est un cimetière à part, vraiment. Les gens qui mettaient des chauves-souris, c'est-à-dire qu'ils pensaient qu'ils allaient en enfer.
aussi, il y a une légende qui parle du vampire de Montparnasse. En gros, c'est un ancien colonel qui exhumait, qui déterrait des corps pour abuser d'eux, enfin faire de la nécrophilie. Mais pour plus de détails, plus d'infos, je vous laisse avec le mois du montage qui vous montrera plus de photos, d'images pour raconter l'histoire. Avant de vous raconter l'histoire du vampire de Montparnasse, je veux vous prévenir, ça va être un peu gore, donc si vous voulez pas regarder ce passage-là, je vais vous mettre un timecode sur la vidéo pour pouvoir sauter le passage. Du coup, tout commence durant l'été 1848. Régulièrement, chaque matin, des cadavres sont retrouvés exhumés et mutilés dans les allées du cimetière Montparnasse. Les victimes présentent plusieurs points communs. Le fait que ce soit des jeunes femmes et qu'elles sont très récemment décédées. Il reproduit aussi plus occasionnellement ces atrocités au cimetière Père-Lachaise et dans d'autres cimetières parisiens. Il va donc être vite surnommé par la presse parisienne le vampire de Montparnasse. Son délire de nécrophilie va tellement loin qu'on va retrouver sa semence sur quelques cadavres. Mais son péché mignon, c'est d'ouvrir l'abdomen de ses victimes et d'extraire leur intestin et de répandre tout autour de leur tombe où elles furent enterrées. Mais à l'époque, comme vous le savez, il n'y avait pas de relevé d'ADN, donc l'enquête n'avançait pas. Malgré les forces de police décuplées, les patrouilles augmentées et la vigilance des gardiens accrue, le vampire continuera à sévir pendant des mois et il sera introuvable. Au début de l'année 1849, personne n'arrive à mettre la main sur ce dangereux criminel. C'est alors dans une tentative désespérée de le trouver que les autorités décident d'installer un fil métallique près d'un mur d'enceinte du cimetière Montparnasse. Ce fil est donc en réalité un piège car la moindre tension sur le fil activera la gâchette d'un fusil. Ce qui devait arriver arrivera, le vampire tombera dans le piège dans la nuit du 15 au 16 mars 1849. Il fut gravement blessé dans sa fuite. Il se fera arrêter à l'hôpital Val-de-Grâce où il est allé se faire soigner. L'identité derrière ce fameux vampire de Montparnasse est Monsieur François Bertrand, un sergent de l'armée de terre. Et vous allez me dire comment il a été retrouvé. Eh bien en fait, sur les lieux du piège, on a retrouvé un morceau de veste de militaire et lorsque le sergent s'est présenté à l'hôpital pour se soigner, on lui a demandé d'expliquer où il s'était fait cette blessure par arme à feu. Ces explications n'étaient vraiment pas claires, elles étaient très floues. Donc ces infos sont remontées aux oreilles de la police. Ils ont fait directement le lien entre l'alibi vraiment bizarre du sergent et les morceaux de tissu retrouvés sur les lieux du cimetière. Quelques mois plus tard sera organisé son procès. Finalement, il sera condamné qu'à 1 an de prison pour le seul chef d'inculpation et la violation de sépulture, car à l'époque la nécrophilie n'était pas interdite par la loi. Dites-moi si vous intéresse les vidéos comme ça sur les monuments de Paris ou même des lieux un peu atypiques en France ou ailleurs. Dites-moi en commentaire ce que vous voulez que je visite, que je fasse.
Même pour d'autres vidéos d'Halloween dans prochain ou même des vidéos comme ça, dites-moi. Comme ça, je ferai des vidéos qui vous plairaient.